Une fois que la terre est utilisée comme champ, le labourage expose plus fréquemment l'humus de l'air et plus précisément à l'oxygène de l'air, et cela accélère la décomposition de ce dernier. En fait, cela augmente la respiration des micro-organismes aérobies, ce qui n'est pas très étonnant, avec pour résultat que la teneur en carbone d'un sol cultivé est bien plus basse que celle d'un sol de forêt, ou même de prairie, qui n'est pas labouré, la différence étant alors partie dans l'atmosphère. Sur ce schéma, on voit l'approximatif en carbone par hectare de différents types d'écosystèmes. Il est facile de constater que le contenu en carbone des terres de culture est bien plus bas que celui des divers types de forêts. Dans le jargon effertsérien, les émissions liées à la déforestation sont souvent désignées sous le vocable changement d'usage des sols. On change l'usage d'un sol quand il ne sert plus à héberger une forêt mais à permettre des pratiques agricoles. Il arrive aussi que l'on discrimine les feux de forêt ainsi que les feux souterrains de tourbe qui conduisent, comme les feux du défrichement, à des émissions nettes de CO2. Par contre, cette catégorie ne comprend pas des feux persistants de mines de charbon qui peuvent durer très longtemps sans pouvoir être arrêtés. Il est important de savoir que le flux lié à la déforestation est connu à plus ou moins 1 gigatonne près. C'est une incertitude très significative pour les flux qui sont du même ordre de grandeur. Ces flux directs supplémentaires ont engendré des flux indirects, en rouge sur le diagramme du haut, qui sont provoqués par une modification de l'équilibre général. Ces flux indirects concernent l'océan. L'augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 a créé un flux supplémentaire vers l'océan de surface, 22,2 milliards de tonnes de carbone par an actuellement. Comme indiqué ci-dessus, la physique est ainsi faite que la proportion de CO2 dans l'air tend à s'équilibrer avec la proportion de CO2 dans l'eau. Les physiciens parlent de l'équilibrage des pressions partielles. Et donc, plus de CO2 dans l'air augmente, toute chose étant ailleurs par ailleurs, le flux descendant vers l'océan. Mais par ailleurs, ce CO2 supplémentaire dans l'air engendre un réchauffement de la surface planétaire qui s'appliquera aussi à l'océan. Et là, les choses vont aller dans l'autre sens. Comme nous l'avons vu plus haut, l'eau chaude dissout en effet moins bien le CO2 que l'eau froide. Et donc, un réchauffement de l'océan de surface va globalement augmenter les émissions et affaiblir la dissolution, par un effet global qui correspond à des flux montants de 22 milliards de tonnes par an. Enfin, à cause de la circulation océanique verticale qui prend précisément place là où l'eau est très froide, donc très chargée en CO2, une partie du surplus de CO2 absorbé par l'océan de surface est injectée dans l'océan profond, 1,6 milliard de tonnes par an actuellement. Ces courants thermohalins entraînent le carbone des eaux de surface vers les fonds marins, soit sous forme de carbone dissous, soit sous forme de restes d'animaux qui sédimentent, le soustrayant alors à l'atmosphère pour une durée assez longue. Le carbone dissous sera ramené à la surface au bout de quelques siècles, au moment de la résurgence en surface des eaux entraînées vers des profondeurs. Par contre, les sédiments océaniques constituent un stock à rotation plus longue. Il faut quelques dizaines de millions d'années avant que le carbone qu'ils contiennent soit recyclé par le volcanisme. Alors, lorsque la tectonique des plaques, entre parenthèses la longue dérive des continents à la surface de la Terre, amènera le sédiment au-dessus de la zone volcanique. Pour les écosystèmes continentaux, il va y avoir là aussi des effets indirects contrastés au surplus de CO2 atmosphérique. L'augmentation de la teneur en CO2 dans l'air permet une photosynthèse plus active. Du reste, l'enrichissement de l'air en CO2 est un procédé utilisé pour accélérer la pousse dans les serres à tomates et prouve que ça fonctionne. Donc une plus grande activité du puits continental. Mais l'élévation de la température augmente la vitesse de décomposition de l'humus au sol, et donc le flux montant de CO2 augmente aussi. Aujourd'hui, il semblerait bien que l'effet de puits l'emporte sur l'effet de source. Le résultat global étant un flux descendant de 2,6 gigatonnes par an dans le diagramme du haut de la page. Mais une vraie question est de savoir si cela va durer à l'avenir. Si nous tentons un bilan provisoire de cette affaire, nous avons donc des émissions directes liées aux combustibles fossiles d'environ 6,4 gigatonnes par an sur ce graphique, quasiment 8 aujourd'hui, et à la déforestation, environ 1,6 gigatonnes par an sur ce graphique, quasiment 2,5 aujourd'hui, qui engendre en réponse un supplément d'absorption de 2,2 gigatonnes par l'océan et un supplément d'absorption de 2,6 gigatonnes par an des écosystèmes continentaux.
Tout collégien en déduira que 6.4 plus 1.6 moins 2.2 moins 2.6, ça fait 3.2. Ou encore que l'atmosphère augmente chaque année son stock de carbone d'un petit 50% de nos émissions directes. C'est la raison qui explique pourquoi il faut diviser les émissions de CO2 par 2 au moins pour que nos émissions n'excèdent pas la capacité des puits, ce qui finira par arriver de toute façon, la seule question étant de savoir quand et comment. Comment tout cela pourrait-il évoluer à l'avenir? En ce qui concerne l'océan, sa capacité d'absorption continuera à augmenter avec la teneur de l'atmosphère en CO2, mais à diminuer avec une température de surface qui augmente. Un processus pourrait rendre la diminution partiellement marquée. La stratification de l'océan, qui correspond à la situation où la circulation thermohaline s'affaiblit brusquement en réponse au réchauffement de l'eau de surface. L'océan profond cesse alors de communiquer avec l'océan de surface et ce dernier, qui ne peut plus profiter d'un courant descendant pour envoyer plus bas le CO2 absorbé dans l'atmosphère, va saturer beaucoup plus vite le CO2 et donc être un puits moins efficace. En ce qui concerne les écosystèmes terrestres, l'évolution future dépendra de nombreux paramètres. Mais pour résumer, on peut dire que, au début, la photosynthèse et la décomposition croissent de concert, car un climat plus chaud et globalement plus humide favorise à la fois la croissance des végétaux et la prolifération des micro-organismes. Mais le flux descendant, c'est-à-dire la photosynthèse, dépend en quasi-totalité d'organismes évolués, les plantes, qui souffriront d'un changement climatique majeur, alors que le flux montant est pour moitié environ le résultat de la respiration des micro-organismes qui sont globalement bien plus résistants à un changement de conditions, s'ils ont toujours à manger, mais là aussi il y aura encore des végétaux morts à décomposer, bien après que ces derniers végétaux vivants aient disparu. Au-delà d'un certain degré de changement climatique, le bilan qui est aujourd'hui celui d'une séquestration globale pourrait devenir celui d'une émission globale. C'est un des scénarios catastrophes, et que je ne souhaite vraiment pas, que nous allons voir plus bas. Scénario catastrophe, les pluies deviennent des sources. Si nous résumons ce qui précède, il y a donc deux puits naturels pour reprendre le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère. Les écosystèmes continentaux, mais qui resteront même non modifiés de petits puits, et qui ne pourront pas respirer plus de CO2 que ce qu'ils font aujourd'hui. Et en outre, ils ne peuvent stocker une quantité de carbone bien supérieure à l'actuelle. Une fois qu'on a planté des forêts partout où on ne peut pas en planter tant que cela. On a fait à peu près tout ce qu'on peut faire pour accélérer le processus. Et enfin, l'océan. Pour les écosystèmes terrestres, c'est le sol qui contient l'essentiel du carbone, y compris pour les systèmes forestiers. Le gros stock de carbone dans une forêt est sous la surface. Il s'agit à la fois des parties de plantes ou de détritus des plantes, les racines, le bois mort, ou les feuilles mortes, l'humus, et d'organismes vivants, les microbes, les champignons, les vers de terre. Pour le moment, dans un écosystème à maturité, la décomposition des détritus organiques du sol conduit à des émissions de gaz carbonique qui compensent globalement l'absorption des gaz carboniques par les plantes. Avec un petit changement climatique, cette décomposition s'accélère, mais la photosynthèse aussi. Avec un gros changement climatique, les plantes vont se mettre à dépérir, et donc le CO2 qu'elles absorbent va baisser, alors que la décomposition continuera à émettre de plus en plus, et l'écosystème dans son ensemble va passer de puits à source. Les forêts boréales, qui devraient partiellement se réchauffer, pourraient suivre cette évolution. Et des craintes existent aussi pour la forêt amazonienne, où la végétation pourrait souffrir par suite d'un assèchement du climat. Il est bien évident qu'en pareil cas, comme le processus d'auto-entretien, c'est-à-dire moins de forêts, plus de CO2 émis dans l'air, donne plus de réchauffement climatique, donne encore moins de forêts, il est très difficile de savoir où est le nouveau point d'équilibre et qu'est-ce qui reste comme biomasse à l'arrivée. Un autre scénario catastrophe pourrait être lié à un nouveau stock de carbone fossile sous terre découvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 1960, les hydrates de méthane. Un hydrate de méthane se forme quand du méthane, composant principal de gaz naturel et par ailleurs gaz à effet de serre, et de l'eau sont réunis à basse température et haute pression. Ce composé était à l'origine surtout connu comme la plaie des gazoducs en zone froide. L'hydrate de méthane est donc un cristal d'eau et de méthane. Comme la glace est un cristal d'eau seul, il n'y a pas de réaction chimique dans la formation de ce composé, et une simple élévation de température suffit à dissocier le méthane et l'eau. Sur Terre, il y a deux endroits où les conditions favorables à sa formation sont naturellement réunies.
Au sein des sédiments océaniques, sous quelques centaines de mètres d'eau, il fait froid et la pression est très élevée, à cause du méthane provenant de la décomposition du plancton mort qui tombe en permanence à la surface océanique, et sous le pergélisol qui est le sol gelé en permanence des hautes latitudes, nord de la Russie et Canada, car on y trouve aussi du méthane, de l'eau et de la glace et des hautes pressions, en allant assez profond. Un effet d'emballement pourrait se mettre en route à partir de ces hydrates avec un début de réchauffement qui conduirait à leur largage plus ou moins significatif dans l'atmosphère.